pas de micro? J'ai un micro. Isolé dans la jungle du web moderne et de ses frameworks et standards, notre personnage principal est perdu. Depuis le début de sa carrière, au fil des années, des semaines et des mois, il voit naître tous ces nouveaux outils révolutionnaires et prometteurs, mais qui demain seront délaissés et remplacés par de nouveaux, encore plus mieux. C'est avec tristesse et mélancolie qu'il repense à tous ces frameworks, librairies, éditeurs de code et autres outils en ligne de commande. Un peu de respect, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas déjà disparu de nos projets, peut-être ont-ils déjà disparu de nos radars de coolitude. Cette situation l'inquiète, le questionne et l'empêche de dormir. Dans le cadre de son travail, il doit faire des choix techniques, mais il ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là que notre personnage prit la décision d'aller voir une thérapeute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Sablonnière. Alors, qu'est-ce qui vous amène? La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a 10 ans. Vous commenciez votre premier job et vous aviez déclaré une crise existentielle sur l'usage des espaces et des tabulations et sur la prononciation des gifs animés. Des gifs, vous voulez dire? Je ne sais pas. Ouais, mais ça c'est du passé, j'étais jeune et débutant, je me posais pas les bonnes questions. Aujourd'hui je prends du recul sur le monde du front-end, web, et je te fais un constat. Les effets de mode et de hype nous rendent beaucoup trop addicts à nos outils, ça m'énerve. Ok, dites-moi plus, quel problème ça implique? Alors, problème numéro 1. Vous faites toujours un PowerPoint quand on vous pose une question? Bah ouais, c'est vachement pratique, non? Ouais. Bref, problème numéro 1. Quand on choisit un framework, une lib, front-end et son écosystème, on oublie assez souvent le problème qu'on voulait résoudre à la base. Et pourtant, on a déjà trouvé la solution, quoi. Après, bon, souvent c'est le bon outil, mais parfois on a une solution qui est adaptée à des problèmes qu'on n'a pas du tout, quoi. Pourquoi vous faites ça? Bah, en fait, parce que parfois la techno, elle est cool. Du coup, on met un peu en avant l'expérience de développeur plus que l'expérience des utilisateurs, utilisatrices qui vont utiliser l'outil qu'on développe. Parfois, c'est parce que la technologie, elle est utilisée, créée ou maintenue en fait par des géants du web. Bon, c'est pas les meilleures raisons, mais... Continuez. Problème numéro 2, une fois qu'on a choisi un écosystème, on a tendance à s'enfermer dedans. On ouvre une porte et en fait, on reste bien au chaud dans la pièce. Du coup, on va chercher systématiquement pour faire X ou Y avec cet écosystème, alors que X ou Y sont peut-être un peu plus universels. Moi, ça me rappelle quand on essayait de trier des tableaux ou manipuler des dates en jQuery, quoi. Mais non, en fait, c'est pas fait pour ça. Et après, on va recoder l'énième select, le data grid pour notre propre écosystème. On va chercher sur Stack Overflow, on va préfixer avec React comment faire ci, Angular comment faire ça. Et on est devenus des fanboys et des fangirls, quoi. Limite, on voit même plus les défauts. Et puis on questionne pas assez les qualités. Du coup, on va remplir nos cerveaux avec des fonctionnalités assez spécifiques, alors qu'on pourrait les remplacer avec des standards un peu épurés, des concepts, des patterns qu'on connaît depuis très longtemps, quoi. Je vois. Continuez. Bon, problème numéro 3, et finalement celui-là, il est assez universel. On oublie facilement les principes et patterns de base comme Solid, la separation of concerns. Du coup, on a tendance à produire du code qui est fortement couplé et qui subit mal les effets du temps. Du coup, au lieu d'avoir des couches bien identifiées, bien isolées, on va faire « Ok, alors ce truc-là, il fait tout à la fois, c'est génial. » Et puis, il va appeler le scope global, mais c'est bon, là, on sait ce qu'on fait. Du coup, quand notre propre écosystème évolue, qui disparaît, spoiler alert, votre framework va disparaître un jour. Et quand un nouveau standard arrive, on a du mal à remplacer unitairement certaines parties. Du coup, on va jeter à la poubelle énormément de connaissances et puis du code, quoi. Hashtag j'aime les refontes techniques. Alors là, par contre, j'ai rien compris. Ah, merde.
En fait, vous vous souvenez, quand je suis venu vous voir la dernière fois, il y a 10 ans, je venais de m'acheter une nouvelle télé. En fait, je commençais mon nouveau job et avec mon stage, j'avais de l'argent, je me suis acheté une télé. Ça, c'était il y a 10 ans. Et ma télé, elle marche toujours comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, je l'ai toujours. Ça, c'est parce que ma télé, elle fait une chose, elle le fait bien, elle fait que télé, elle fait pas... elle fait une chose et elle a une interface. Donc, moi, au départ, j'ai branché un gros PC pour mettre des vidéos. Et son interface, c'est l'HDMI. Ensuite, j'ai branché un plus petit PC. J'ai même découvert par accident, en mettant un Media Center récemment, qu'elle pouvait aussi envoyer des événements. Mais il y a 10 ans, ma télé, elle ne savait pas que j'allais brancher tous ces trucs-là. Elle ne savait pas que la Nintendo Switch, ça allait exister. Elle a juste dit, bah, moi, je veux de l'image et de la vidéo en HDMI. Et aujourd'hui, dans le monde du front-end, j'ai l'impression qu'on fait des télés comme ça, en fait. C'était trop bien ça au début, je m'en souviens, il n'y avait rien à brancher, c'était magique. Bon, par contre, quand la télé ou le magnétoscope tombait en panne, il fallait que je rachète tout. C'était un peu embêtant. Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire du coup. Je vois beaucoup mieux. Écoutez, monsieur Sablonnière, le plus simple dans votre situation, c'est la thérapie de groupe, avec des professionnels de votre domaine. Donc, je vous ai réuni un petit groupe, là, ici présent. Ah ouais. Je vous propose de parler avec eux. Ils sont beaucoup là, non? Non, ça va bien se passer. Ok. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du web, de ses frameworks et de ses standards. Un sujet hautement pas polémique, avec aucune guerre de chapelle. Tout va bien se passer. On va essayer de déconstruire un peu tout ça pour essayer de reconstruire nos applications demain un peu mieux. C'est un peu vendeur, hein, soyez pas trop... Bref. Alors, on utilise tout plein d'outils super cool qui nous apportent des solutions dans le cadre de notre développement. Mais c'était quoi le problème à la base, en fait? Alors du coup, sur cette partie, j'ai essayé de lister, on va dire, les principaux problèmes auxquels moi j'ai fait face dans mon expérience, dans mes différentes expériences, avec d'un côté les utilisateurs et d'un côté les devs. Donc d'un côté, on a les problèmes qu'on veut résoudre pour ceux qui utilisent ce qu'on développe, et de l'autre côté, les devs. Pardon, je me répète. Donc, alors, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qu'on veut? On veut un premier chargement qui soit rapide. Une fois que la page est chargée, on veut des navigations consécutives qui soient rapides aussi. On veut que ce soit fluide, réactif, avec 60 images par seconde sur les animations, etc. On veut une conso batterie qui soit légère, parce que, CPU et RAM. Parce que quand on utilise Chrome, il a déjà pris une bonne partie de la RAM. On veut que ce soit accessible à tous et accessible sur n'importe quel appareil. Déjà là, on voit que le contexte joue beaucoup. En fonction de ce que... Le contexte et les problèmes ici, le dosage de ces problèmes-là, il va se jouer sur ce que vous codez. Et du coup, si vous codez une app pour une utilisatrice qui est assez active, genre une app genre Gmail ou Slack, la rapidité du premier chargement, ce n'est pas votre problème principal. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être celui des développeurs de Gmail. Mais, ouais... même chose de l'autre côté du spectre. Si vous créez une application dont l'utilisateur fait beaucoup de lecture et de navigation, la fluidité entre avoir des animations à 60 fps et autres, c'est pas forcément un problème que vous avez. Alors, de notre côté, nous les devs, on veut gagner du temps, avoir du code propre, écrire du code propre et réutilisable, avoir des abstractions simples pour garder un modèle de pensée simple. On veut une isolation des impacts. Quand on code quelque chose, on ne veut pas que ça pète tout le reste. Éviter de faire certaines erreurs et voir tout de suite ou plutôt des bugs. Et si possible, si on peut collaborer facilement avec des moldus, des designers et autres, c'est mieux. OK, donc ici, on est bien sur un dosage de problèmes en fonction de votre contexte, non pas sur avec qui vous codez, enfin ce que vous codez, mais avec qui vous codez. Donc votre équipe, son expérience, et c'est là que va falloir vous adapter. Donc là, si vous êtes un dev plutôt back-end qui est resté un peu à l'abri du monde du front-end ces dernières années, vous dites non mais attends Hubert, là, tu viens de lister des problèmes qu'on avait déjà à peu près comme ça il y a 10 ans. J'ai vraiment l'impression que vous êtes complexifié la vie côté front-end, avec tous vos outils.
Mettons de côté l'ironie d'une personne qui fait du back-end qui dit ça, et posons-nous honnêtement cette question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et du coup, pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Waouh. Merde, je ne sais plus trop qui a dit ça, désolé, mais il a bien raison. À la base, on avait un web assez simple. Ah oui, alors j'ai découvert pendant ce talk que le web est un triangle. Voilà. Enfin, le navigateur est un triangle, on va dire. Donc à la base, on avait des concepts assez simples. L'utilisateur, il demandait au navigateur une URL. Le navigateur, il faisait un aller-retour HTTP vers le serveur. Une partie que contrôle le dev, les fichiers qui est à côté serveur. On affichait une page HTML. Le document était chargé dans le navigateur. Merci, au revoir. Ça, c'est le web simple d'il y a 30, 25 ans. Bon anniversaire, le web, cette année. Et ensuite, on a rajouté des images, du CSS. Ensuite, on a commencé à avoir de l'interactivité. On a permis à l'utilisateur de cliquer sur des boutons, de remplir des champs de texte et de faire des allers-retours côté serveur pour enregistrer de la donnée. Et ensuite, on a ajouté du JavaScript. Et là, c'est le drame. New player in town, donc on a le moteur JS qui arrive, qui lui aussi est maîtrisé par le développeur ou la développeuse, et qui va pouvoir interagir avec le document, avec le DOM. Donc c'est l'interface entre le navigateur et le moteur JS, c'est bien le DOM, la partie en jaune. Au départ, quand l'utilisateur faisait des clics, on pouvait faire de la validation de formulaire. Là, on restait sur l'époque all HTML, script machin, où on copiait-collait des trucs bizarres qu'on ne comprenait pas trop. Et après, on a eu l'Ajax. Et une fois qu'on a pu, depuis le moteur JS, traverser le magnifique triangle et aller côté serveur, alors là, c'était la fête. Donc on a commencé à faire de l'envoi de formulaires, à charger de l'HTML qui était templatisé côté serveur, à charger du JSON, et du coup faire le templating côté client, et du coup, pourquoi pas faire du routing côté client. Et en fait, on s'est retrouvé avec plein de JS côté navigateur, c'était génial. Du coup, ça, forcément, c'est un problème, ça complexifie énormément les choses. Et donc, oui, on a besoin d'outils un peu à la hauteur des enjeux. Clairement, on va pas je ne suis pas là pour vous dire de tout coder à la main et d'oublier vos frameworks. Par contre, c'est quand même intéressant de se souvenir ce que les frameworks apportent. Alors attention, parce que quand on dit à quelqu'un « tu sers à quoi ?» ou quand on dit à quelqu'un « cet objet que tu as, il sert à quoi ?» les gens se disent « mais attends, tu dis que je sers à rien ou quoi ?» Non, je veux me souvenir pourquoi tu es là. C'est un peu plus subtil. Donc on va s'intéresser à Vue, React et Angular, désolé pour les autres, mais c'est un peu les trois à la mode en ce moment. Alors je vois tout de suite des yeux, quelque part, me dire « oui, alors React, c'est pas un framework, c'est une librairie. » Ouais, ok, c'est le V de MVC, tout ça. En vrai, quand vous utilisez React, vous utilisez plein de trucs qui vont avec, qui sont des React machin. Donc moi, je trouve que mon analogie... après, on va plus parler d'écosystème, comme ça on sera tous d'accord. Mais moi, je trouve vraiment que quand on ouvre la porte, derrière, il y a une pièce, et il y a essentiellement des trucs de l'écosystème Angular, des trucs de l'écosystème React, les trucs de l'écosystème Vue. Si vous voulez vraiment chipoter, oui, Angular est le plus framework des frameworks, qui vous apporte énormément de choses, et c'est bien. React apporte moins de choses, donc on va faire les choses à la main. Vue est peut-être un peu entre les deux. Moi, je veux qu'on oublie tout ça, ce découpage un peu vertical, et qu'on pense horizontal. Wow. Du coup, on va penser un peu comme une étagère. Ceci est une étagère au meilleur de ma forme quand je prends ma palette graphique. Et on va essayer de ranger dans l'étagère des fonctionnalités que nous apportent nos frameworks. Alors toujours avec les problèmes qu'on veut résoudre pour les utilisateurs et pour les développeurs, on va prendre les fonctionnalités une par une. La première solution que nous apporte un framework moderne web, c'est vraiment de penser en termes de composants. Ça, je pense que c'est pas React qui l'a inventé, mais on peut peut-être au moins lui reconnaître le fait qu'il a énormément poussé ce pattern. On est passé vraiment de templates partiaux avec des inclusions à non, tout est un composant, il n'y a plus de... Voilà. Quand je dis système de composants, je pense uniquement au fait d'avoir défini au niveau des concepts une entité de code fermée avec une API et qui au runtime va avoir des
des événements et des callbacks. On va revenir dessus. En tout cas, pour moi, ça résout essentiellement des problèmes pour les devs, d'avoir un code propre et d'isoler les impacts. Alors si je range ça dans ma bibliothèque, Angular, React et Vue fournissent chacun à leur manière un système de composants. Ils sont relativement similaires. On vient donner à son composant des attributs, des props, des propriétés. Alors les noms changent. Et de l'extérieur, on vient émettre des événements. La subtilité, c'est que React émet pas un événement que le parent écoute. React dit donne-moi une fonction et moi je vais l'exécuter. Mais dans les faits, ça ressemble à peu près à la même chose. Deuxième fonctionnalité, c'est le templating. Alors, pareil, il y a des gens qui se fâchent dès qu'on dit template. Ouais, mais React, JSX, c'est pas du template. Bon, enfin bref. La grosse différence, c'est... Enfin, je vais d'abord évoquer, pour moi, ça résout énormément de problèmes pour les devs. On gagne du temps, on va écrire notre vue de manière assez simple, isolée, tout ça. Ça peut avoir un impact sur les utilisateurs en fonction du framework et de la technologie qu'on utilise. Pour le premier chargement, on reviendra dessus après. Dans les détails, ils ont tous leur modèle de templating. On va dire qu'Angular et Vue sont assez similaires. On a un objet qui est un vue modèle, donc un modèle dédié à la vue d'un côté et un template de l'autre. Et le framework tout seul va mettre le vue modèle dans le template. React part du principe, ils le redisent dans la toute première conf, on se rend compte qu'on modifie très souvent les deux en même temps, ce qui n'est pas faux. Du coup, on va coupler les deux, ce qui n'est pas du tout une faute de separation of concern, ce qui est vraiment un choix. Et on va créer un fork de JavaScript qui s'appelle JSX. Moi, je ne suis pas hyper satisfait de ce côté-là, mais le fait de mélanger, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, on a la gestion du CSS. Du coup, pour moi, ça résout, on va dire, l'isolation des impacts. C'est peut-être le problème qui est le plus présent dans le CSS, c'est que tout est un peu global. Alors, je ne vais pas lancer un débat là-dessus, là, maintenant. Mais ça peut aussi avoir un impact sur le premier chargement, la manière dont on code son CSS. Là-dessus, Angular et Vue ont un système assez intelligent où ils viennent réécrire vos sélecteurs CSS. React, toujours dans sa philosophie de « je suis qu'une librairie, je suis que le V de MVC », dit « moi, je n'ai pas de solution ». Et du coup, toute la communauté s'est un peu mise sur des concepts reliés vaguement à ce qu'on appelle le CSS in JS. Alors j'accélère un peu. On a ensuite la manipulation du DOM. Et là, c'est assez différent. J'ai parlé d'un modèle de composant, du templating. Ça, c'est vraiment deux choses à part. Le fait que sous le capot, votre framework sache manipuler le DOM de manière efficace, c'est pas vraiment votre problème en fait. J'ai mis côté dev le modèle de pensée simple, parce qu'en fait, avec jQuery, ce qu'on faisait, c'est que on allait discuter avec le DOM, on cherchait un élément, find, et puis après on le modifiait ou on récupérait des infos. Finalement, le DOM était devenu une base de données avec un état, et tous les composants de l'application allaient discuter avec. C'était un peu le foutoir, quoi. Et du coup, ce que nous apportent ces frameworks-là, c'est vraiment de penser en one-way data flow et d'essayer le moins possible de demander au DOM où est-ce qu'il en est, et de tout le temps lui dire « mets-toi comme ça, mets-toi comme ça ». Mais disons que pour moi, la partie manipulation du DOM des frameworks qu'on utilise, elle apporte surtout des impacts sur les utilisateurs, pour aller le manipuler de la manière la plus efficiente, la plus accessible, etc. Donc, chaque framework a sa manière de le manipuler. Angular, React et Vue ont un système de virtual DOM. Ce qui est assez fascinant, je parlais de conférence Apple vite fait, mais le virtual DOM est devenu un élément marketing pour dire « Ah, React, c'est génial, on a un virtual DOM ». Du coup, sur Stack Overflow, il y a des « Mais est-ce qu'il y a un virtual DOM dans Angular ?» Non, attends, c'est quoi le problème que tu essayes de résoudre? Parce qu'en vrai, non, il n'y en a pas. Et il y a quelques solutions assez modernes pour modifier le DOM qui n'utilisent pas ça et qui sont tout aussi performantes, voire plus performantes en fait. Donc, toujours bien se poser les bonnes questions, et c'est pour ça que je mettais essentiellement des choses côté utilisateur. C'est pas un problème qui devrait vous inquiéter plus que ça. Ensuite,
donc ça, c'est vraiment les 4 parties que je trouve vraiment importantes sur lesquelles on va insister. Ensuite, on a la partie server-side rendering qui est vraiment importante pour vos utilisateurs, le premier chargement rapide. Et puis potentiellement, si vous pouvez faire un premier chargement qui n'a pas besoin de JavaScript, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez le charger facilement dans un vieux navigateur. Après, quand vous allez commencer à interagir avec la page, c'est un autre problème. Mais ça a cet avantage. Angular avec Angular Universal a quelque chose vraiment au cœur pour gérer ça. Côté React et Vue, on va plutôt faire appel à des projets de la communauté. Après, côté Vue, ils sont très proches de l'équipe Core, ceux qui bossent sur Nuxt. Ensuite, on a le routeur, qui est en fait assez indispensable dès qu'on fait une single page application, qui va apporter à l'utilisateur de la rapidité aux navigations consécutives. Angular et Vue ont leur propre routeur. React, la plupart des gens, je pense, utilisent React Router, qui est un projet de la communauté de React Training, je ne sais jamais le nom. Et puis on va terminer avec le state management. Donc, quand une app se complexifie, quand elle scale, on va commencer peut-être à avoir des problèmes de modèles de pensée sur la manière de gérer l'état. Donc c'est vrai que ça apporte aux devs une manière un peu plus simple de raisonner l'état actuel de l'application. Ici, on va parler de Redux côté React, de Vuex côté Vue. Et côté Angular, on a des gens qui utilisent Mobix, on a des gens qui utilisent RX, je ne sais plus quoi, qui est marié. Enfin bref, il y a plusieurs solutions, mais ils ont chacun leur truc. On pourrait mettre plein d'autres choses dans cette étagère, mais forcément, en 45 minutes, on n'a pas le temps. Conseil, si vous êtes speaker à Devox, choisissez une gourde qui fait plein de bruit. C'est génial. Alors, en termes de conception et d'organisation, ces frameworks nous apportent énormément de choses, et tant mieux. On n'est pas là pour leur cracher dessus. Mais du coup, il faut qu'on parle des standards. Qu'est-ce que nous apportent les standards? Alors déjà, j'aimerais marquer un petit truc que j'ai observé. Si vous vous souvenez, quand on utilisait jQuery, au départ, il nous aidait à manipuler le DOM sans trop se soucier des différents navigateurs. Et à l'époque, on avait IE6. Il nous permet d'avoir une API chaînée avec c'est un peu un sucre syntaxique assez agréable pour manipuler tout ça. Il nous a apporté des deferred, puis des promises, etc. Il nous a facilité l'Ajax. Et au fur et à mesure, ces fonctionnalités sont arrivées dans des standards. Est-ce que c'est pour autant qu'on n'avait plus besoin de jQuery? Alors je vous laisserai lire le You Don't Need jQuery et You Need jQuery, les 2 articles qu'il y a en ce moment. Mais le pattern que j'observe, c'est le framework apporte un truc, les standards arrivent à un niveau entre 0 et 100%, et le framework, la librairie, reste pour être un sucre syntaxique ou pallier les navigateurs qui ne supportent pas. Et donc là, on va essentiellement, dans cette partie-là, parler des web components. Spoiler alert, les web components ne vont pas remplacer vos frameworks. Mais il faut s'y intéresser. Enfin bref, on va détailler tout ça. Je vais vous reparler de ma télé. J'ai jamais autant parlé de ma télé. Venez voir des films chez moi, elle est super. Une télé, ça fait... Enfin, ma télé en tout cas, pas vos télés connectées qui ont un super OS qui ne se met pas à jour. Ma télé, elle fait rien. Elle fait juste télé, elle a son interface et on vient lui brancher de la data dessus. Et moi, j'ai vraiment l'impression de voir un web component comme ma télé. Alors, il y a 3 choses intéressantes sur les web components. Il y a un premier standard qui s'appelle les custom elements. Pareil, hein, on est dans un talk où on parle de plein de trucs, je vais un peu vite. Je crois qu'il y a un talk à Devox dessus, ou alors il était hier. Intéressez-vous-y. Mais du coup, en gros, un custom element, c'est de dire on va faire comme les éléments HTML, mais les nôtres. Donc en fait, on crée une classe JavaScript, on étend HTML element. Ensuite, on dit au navigateur, quand tu vois la balise, par exemple la env var input, tu utilises telle classe. Et du coup, quand tu l'utilises dans ton HTML, le navigateur va commencer à déclencher des choses. Ce qui est hyper intéressant, c'est le modèle. C'est quoi un peu le HDMI des web components? En entrée, ça prend des attributs, comme n'importe quel élément du DOM. Donc des strings et des booléens. Ça prend des propriétés, comme n'importe quel élément du DOM.
Alors là, j'enlève un peu de FUD de la communauté React, notamment, qui dit « Ouais, mais les web components, c'est que des strings. » Non. Vous regardez une balise image, une balise canvas, il y a plein de propriétés dessus qui ne sont pas juste des strings. Vous allez aussi avoir des méthodes. Alors là, il peut y avoir débat. On est arrivé dans une ère où on ne parle pas trop au DOM, on lui demande pas trop de trucs. On va essentiellement essayer de lui dire affiche-toi comme ça, affiche-toi comme ça, affiche-toi comme ça. Du coup, bon, on va dire que les méthodes qu'on connaît sur les éléments du HTML actuel comme reset ou focus, elles vont continuer à être utiles en termes d'accessibilité. Enfin, focus par exemple. Par contre, reset ou submit sur un élément forme, là, tout dépend du pattern que vous utilisez. Le dernier élément, c'est un peu l'HDMI CEC du Web Component, c'est les événements. Donc là, si vous êtes sur Vue Angular, ça vous parle. Si vous êtes sur React, c'est une manière assez similaire au fait de passer une fonction. Sauf que là, on vient vraiment isoler les choses. Le Web Component, il ne sait pas trop. Il fait « Tiens, je te donne cet événement et qui tu es, sers-en toi ou pas ». Une fois que ce composant, cet élément custom, il est dans le navigateur, on va avoir, un peu comme ce que fournissent les frameworks du marché, des callbacks en fonction du cycle de vie. Ils sont très bas niveau. L'élément a été ajouté dans le DOM, a été enlevé ou a été déplacé. Et on va aussi avoir des callbacks pour observer les changements sur les attributs. Si on devait ranger les custom elements dans mon étagère, j'ai mis des pointillés. On n'est pas du tout au même niveau que le modèle et système de composants que fournissent les frameworks modernes. Par contre, on a des bases assez intéressantes. Et moi, à chaque fois que le navigateur ajoute des standards qui sont très opinionated au niveau, ça me fait peur. Quand il rajoute des bases que les frameworks vont pouvoir réutiliser avec du sucre, là, je trouve ça intéressant. Pour ceux qui se souviennent de l'AppCache, voilà, c'était une très mauvaise idée. Du coup, on n'est pas des fanboys et des fangirls. Les custom elements, ça a des limitations. Sur Safari, on ne peut pas étendre des éléments natifs, des boutons, des inputs. Si vous voulez faire du data binding sur des propriétés, il va falloir utiliser des getter-setters ou des proxys, etc. On ne peut pas faire de hot module reloading. Au développement, vous avez votre classe, vous la donnez au navigateur, vous dites « Dès que tu vois telle balise, tu utilises telle classe ». Le navigateur, il fait « OK » et il se casse. Et après, vous ne pouvez plus lui dire « Non, mais attends, je suis en mode développement, donc dès que je modifie mon code, je veux te redonner une nouvelle classe. » Non, le navigateur, il fait « Tu sais quoi, tu recharges la page. » Là, on est sur un modèle, on n'est plus habitué à ça quand on a des outils modernes, quoi. Après, il y a quelques librairies autour des web components qui permettent de le faire, et ça va peut-être évoluer. On a 3 specs intéressantes, je ne rentre pas dans les détails. Toute la question actuellement, c'est qu'est-ce qui va évoluer sur les web components. On a Microsoft qui vient de passer sur Chromium, on a Google qui est sur Chromium, on a Samsung, on a tout le monde. Donc forcément, le rapport de force est questionnant, et c'est assez intéressant de suivre les discussions qu'il y a entre les gens qui travaillent sur ces standards-là. Deuxième élément intéressant des web components, c'est le Shadow DOM. Attention, ça n'a rien à voir avec le Virtual DOM. Vous vous souvenez, le Virtual DOM, un élément interne de React qu'on a utilisé comme un argument marketing pour dire « c'est génial, ça va super vite ». Vous mettez de côté, vous dites « React, il gère bien le DOM », et puis tant mieux. Le Shadow DOM, c'est plus l'idée de dire « mon web component, je l'isole complètement du reste du monde ». Notamment une isolation CSS, c'est celle qui nous intéresse le plus. Et donc le Shadow DOM vous apporte essentiellement ça. Il vous apporte aussi un modèle de composition pour vos éléments, de dire bah, moi j'ai un élément, mais à l'intérieur il y a un peu un trou, et toi tu peux mettre ce que tu veux. Du coup, si on regarde notre API, on vient compléter la définition de notre interface de notre web component avec 2 nouvelles choses, les slots. Donc mon web component, il a un trou, il accepte des contenus. Et comme il y a une isolation du CSS, on a des techniques avec les custom properties en CSS pour traverser de manière unitaire et mesurée cette isolation.
Ça vous permet de créer un composant, de dire à l'intérieur, si on me donne color bleu, bah moi je la reçois et je l'accepte, donc je peux la recevoir de l'extérieur et me faire customiser ma UI, etc. Alors le Shadow DOM, du coup, pour la partie slot, ça se range vraiment sur la partie système de composants et sur l'isolation du CSS, sur la gestion du CSS. Pareil, il y a des limitations, et la plus grosse, c'est le server-side rendering. Donc en gros, on est face à des standards du web qui ont commencé à être discutés en 2011. Et aujourd'hui, on entend beaucoup « use the platform »,« virer les frameworks »,« utiliser les web components ». Sauf que pour faire un premier rendu avec juste de l'HTML et du CSS, sans JavaScript, ça n'est pas possible en fait. Donc on commence à voir des bidouilles arriver pour dire « je vais faire mon premier chargement avec des composants qui ont été codés en JS, etc. Mais je vais essayer d'avoir un vrai server-side rendering où tout a été chargé vraiment dans l'HTML, pas avec un body vide. » J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Il y a une discussion pour avoir quelque chose de déclaratif et de décoratif sur le Shadow DOM et les custom elements, mais on n'y est pas encore. Je termine très rapidement avec la balise template. Elle est utile pour de l'outillage. À la main, on ne va jamais vraiment s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déclaré un template, quand vous le clonez, il va être parsé une seule fois. Et donc, quand vous le clonez, vous récupérez pas une string, mais vous récupérez bien un arbre DOM. Et donc ça, c'est censé être performant. Et c'est d'ailleurs utilisé par plusieurs librairies assez modernes. Donc, je l'ai rangé sur la deuxième étagère, mais ça fait pas grand-chose. Il n'y a pas du tout d'interpolation de data binding. Ça pourrait arriver. Pareil, il y a des discussions de brouillon. Mais on n'y est pas encore. Quelques petites références. Cette page a énormément de best practices sur le sujet. Si vous voulez suivre les discussions qui parfois datent de 2015-2017 entre Apple, Safari, Google, Mozilla, etc. Ouais, je suis d'accord, non, moi je suis pas d'accord, ah oui, mais dans notre browser c'est compliqué. C'est hyper intéressant, c'est le Game of Thrones des browsers. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, ils ont un face-to-face. Ils ont un peu l'épisode 708, là, la saison dernière, bref, où tout le monde se réunit et ils vont essayer d'avancer pas mal de sujets. Sinon, vous suivez ce compte Twitter ou l'équivalent RSS, vous aurez tout ce qui arrive dans les browsers. Pareil, ce compte est assez intéressant. OK, on a vu les frameworks, les standards. Maintenant, il faut qu'on aborde le problème numéro 3. Du coup, le couplage, le découplage, etc. Alors, quelqu'un a dit, encore une fois, j'ai oublié qui c'était, j'ai fait plein de recherches, j'ai tout noté, mais je ne sais plus d'où il vient celui-là. Le code devrait être jetable, et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire quand tout est découplé. Et donc là, je vais vous parler de ce qu'on fait chez nous, donc le contexte chez Clever Cloud. Alors, l'idée, c'est que ça vous donne des idées, et normalement, si vous avez bien écouté au début, c'est notre contexte, c'est sûrement pas le vôtre, mais peut-être ça va vous inspirer. Du coup, voici la console chez Clever Cloud, l'espèce de dashboard. En gros, chez nous, vous faites un git push, ça déploie une application, vous êtes en prod, vous êtes content, c'est génial, venez nous voir au stand. Bref, ça c'est l'interface web, on peut voir son app, etc. Ce qui va nous intéresser pour l'exemple, c'est la gestion des variables d'environnement. Donc vraiment en mode 12 factor, on permet aux utilisateurs de saisir des variables d'environnement qui vont être disponibles dans votre application au runtime. Et en fait, donc ça c'est notre web app. La stack, on va dire que c'est à peu près ça. C'est un projet qui a plus de 7 ans, je crois. Donc le templating, il est fait avec les templates Lodash. C'est très bas niveau, mais ça marche. Le CSS, on utilise les CSS. On utilise pas mal de techniques, un peu comme BEM ou autres, pour isoler les choses, mais ça reste plutôt global. On va manipuler le DOM avec jQuery et Bacon.js pour écouter des événements, etc. On a un routeur maison, qui, si je ne dis pas de bêtises, est fait par Quentin. Et on va dire que Bacon, c'est un peu le RxJS, voilà, on s'en sert un peu pour gérer l'état.
nous, on a cette stack, et les besoins qu'on a, en fait, c'est de se séparer de Bacon et de Lodash Template pour gagner un peu de temps, on va dire. On veut aussi avoir un vrai modèle de composants. Pour l'instant, on a isolé ça dans des fichiers. On veut bien sûr non, mais notre contexte, en tout cas, on va vouloir à moyen terme que nos composants soient réutilisables en marque blanche ou marque grise chez d'autres providers. Et du coup, on n'a pas la taille d'un GAFAM, hein, donc on ne va pas faire la refonte technique ultime. On va essayer d'introduire des nouvelles technos feature après feature, soit en rajoutant une nouvelle fonctionnalité, soit en améliorant l'expérience utilisateur d'un écran existant. Et du coup, ce qui est assez important dans notre démarche, c'est que la conception, on l'a fait du haut vers le bas. Donc sur l'écran des variables d'environnement que je vais vous remontrer, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a besoin au départ. OK, composant au niveau. Ensuite, j'ai besoin d'un plus petit composant. Donc on le dessine, on réfléchit au fonctionnement. Et ensuite, pour la phase de développement, on va penser vraiment du bas vers le haut. Donc on va commencer par les plus petits composants, souvent on appelle ça les atomes, et on va remonter vers le haut. Ça nous permet si on commence par le plus petit, il ne connaît pas les autres vu qu'on ne les a pas encore codés, et donc on peut vraiment penser de manière isolée. Alors pour ça, on utilise un truc qui s'appelle Storybook. Il y en a qui connaissent? En fait, je ne vous vois pas, c'est juste pour boire. Non, mais il y en a qui connaissent? Ouais. Ok, cool. Si vous ne connaissez pas, il y a un talk super intéressant de Marie-Laure Thuré qui date d'il y a 2 ans, je crois. Vous pouvez enlever le React-. Storybook est compatible avec tous les frameworks, toutes les techniques aujourd'hui. Et c'est plutôt cool. Alors Storybook, ça ressemble à ça. Ça, c'est le nôtre. Vous pouvez aller le voir sur clevercloud.com, blablabla. Pour l'instant, il n'est pas très intéressant. J'ai juste publié le Hello World. Par contre, moi, j'ai la version locale qui est un peu plus cool. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, on a commencé par se faire quelques boutons, etc. L'avantage de Storybook, c'est que vous pouvez mettre en avant vos composants dans plein de situations différentes pour les montrer aux autres. Vous pouvez même dire, je vais exposer ce qu'on remplit dans le bouton. Donc, comme ça, on peut jouer un peu avec le composant et voir ce qui se passe. S'il émet des événements, on peut les voir. Pareil sur un input, enfin bref. Et nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est l'élément de plus bas niveau, c'est l'édition de nos variables d'environnement. Donc, le composant de plus bas niveau, c'est un nom, un input, un bouton. Okay, et donc là, je l'ai configuré dans plein de manières. Et là, ce qui est génial, c'est que je développe en isolation de l'application dans laquelle ça va être utilisé. J'ouvre Storybook, donc là, vous voyez, c'est sur le local. Et c'est un projet que je fais vraiment à part de mon application. J'ai du live reload, etc. Et donc, je peux dire, bon, alors mon composant, il fait tout ça. Du coup, je vais l'afficher dans tous ces états-là. On peut rebaisser la lumière un peu. Et du coup, on va pouvoir... c'est un peu un bac à sable. Donc, moi, les événements que je vais émettre... non, c'est là, je suis bête. Les événements que je vais vouloir émettre, c'est est-ce que quelqu'un a supprimé la vardanve? Est-ce que quelqu'un a édité la vardanve? On va pouvoir avoir accès aussi à la documentation de l'API. Donc, souvenez-vous, les API, c'est des propriétés, des événements, des slots, etc. qu'on va déclarer, nous, avec de la JSDoc, mais c'est de la JSDoc compatible TypeScript. Et du coup, on commence par le composant bas niveau. Ensuite, on va faire le composant un peu plus haut niveau, donc qui est celui à qui on donne un tableau de variables d'environnement, et lui, il itère et il affiche tout ça. Donc c'est cette partie-là. Ce que j'ai rajouté, c'est le fait de rajouter une var, voilà. Non. Hop. Et ce qui est génial, c'est que le composant que vous voyez là, donc juste toute la liste là, c'est assez difficile de l'isoler, suivez mon curseur de là à là, c'est un composant qui prend un tableau de variables d'environnement. Et du coup, nous, sur l'outil existant, on a un mode expert pour pouvoir saisir en clé-valeur, etc. Et du coup, ici, on a développé un composant qui a exactement la même signature. Il prend un tableau. Quand on modifie, il émet exactement le même type d'objet. Par contre, l'interface de saisie est différente. Et du coup, ensuite, on n'a plus qu'à faire un composant qui est un peu plus haut niveau et qui permet de switcher entre l'un et l'autre. Et donc, si je commence à supprimer des valeurs, elles vont disparaître de mon mode expert.
Et je vais pouvoir... alors bien sûr, j'ai les erreurs aussi. Voilà. Et si je repasse ici, ma variable est bien ici. La suite, on a commencé à le faire. Il nous reste des détails d'expérience utilisateur, mais ça va être de le brancher à notre manière de gérer la donnée, de brancher ensuite tout le composant. Donc ça aussi, on l'a déjà fait sur notre routeur maison. Et du coup, on va essayer de coder toutes nos nouvelles fonctionnalités comme ça avec des composants web. Comme je vous ai dit, les standards du web sont assez bas niveau. On va utiliser 2 librairies intéressantes. On en a testé plusieurs autres, qui s'appellent LitElement et LitHTML. Mais l'idée, c'est bien de sortir de ça et de passer à ça. Et donc, d'isoler nos différentes couches. Et c'est une réflexion que je vous pousse à faire de manière générale sur vos applications à vous. C'est de réfléchir qu'est-ce qui est global dans mon application. Est-ce que vous avez un peu des singletons, en fait? Est-ce que, normalement, dans une app, vous avez un seul routeur? Vous avez peut-être un state manager, en tout cas, quand il y en a un, il n'y en a qu'un. Si vous avez un indicateur de chargement global pour indiquer qu'il y a du travail réseau, vous n'en avez qu'un. Si vous avez, vous savez, les petites... il y a une erreur, tout s'est bien passé, les petits alertes, souvent, vous n'en avez qu'un, etc. Et ça, en fait, nous, on essaye au maximum de dire mon composant ne connaît pas ces trucs-là. Il émet des événements et ces trucs-là vont bien se débrouiller pour les comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on émet peut-être des événements comme ci, demain, on émettra des événements comme ça, mais c'est tous ces éléments globaux qui doivent s'adapter à nous et pas l'inverse. C'est un des principes solides d'inverser le truc et de dépendre bien des concepts et pas des implémentations, un truc dans ce genre-là. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Clever Cloud, ils sont passés sur les web components, ils utilisent LitElement, peut-être qu'on devrait faire pareil. Vous savez, on a toujours peur quand on choisit un framework, qu'on fait une étude. Alors la réponse, c'est qu'on s'en fout en fait. On s'en fout parce que le choix qu'on a fait nous permet de connaître mieux les standards du web qui arrivent. Le choix qu'on a fait LitElement, LitHTML, en une après-midi, vous avez compris comment ça marche. Donc, c'est pas quand on va mettre le cerveau à la poubelle, on ne va pas jeter grand-chose. Et demain, si on veut changer, on peut le faire très rapidement. Et on n'a pas besoin de changer tous nos composants. Si nos composants y vivent avec l'ancienne librairie, c'est pas grave. Elle est toute petite, c'est assez isolé. Donc vraiment, moi j'aimerais bien qu'on inverse le « Ah mais peut-être qu'on n'a pas fait la bonne décision ». Si on prend des décisions où on peut changer d'avis et que ça coûte pas cher, au final, c'est peut-être pas trop grave. Que nous réserve le futur? Alors je vais essayer de vous dire ce que nous réserve le futur. Première règle de la futurologie, on se méfie des gens qui prédisent le futur. Il y a 2 articles intéressants. Il y en a un qui est écrit par le créateur de Svelte, qui est un framework intéressant, qui dit on va un peu passer d'un monde où tout est au runtime et le passer à la compilation. C'est d'ailleurs aussi le point de vue d'un des mainteneurs principaux créateurs de Ember, qui dit on va vraiment passer à un modèle compilateur framework. Donc là, vous dites, mais attends, le navigateur, c'est un triangle, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'on va passer tout le JS qu'on a chargé, il y a certaines parties qui vont partir côté serveur à la compilation et autres, et certaines parties qui vont arriver dans le navigateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir de JS, et même plus avoir de JS, on va dire, librairie côté navigateur. Après, vous en faites ce que vous voulez, je prédis le futur aussi bien que personne d'autre, que n'importe qui. Alors, comment ça s'est passé cette petite thérapie? Je sais pas trop. J'ai pas forcément eu le temps de rentrer dans chaque détail. J'ai tellement vu de trucs pendant mes recherches, je voulais en partager plus, mais du coup j'ai essayé de partager mes grilles de lecture et comment, pour que les gens peut-être puissent l'adapter à leur contexte.
Pour le problème numéro 1, j'ai essayé de mettre la priorité sur les besoins des utilisateurs et les besoins des développeurs. J'ai essayé de rappeler que le navigateur, c'est devenu une plateforme applicative hyper complexe, donc bien sûr qu'on a besoin d'outils. Après, je veux que les gens aient le réflexe de « Ah, un nouvel outil qui brille !» Attends, ça résout quel problème? Ok. On l'a ce problème? Ok. Et de penser à ce que vous codez et avec qui vous le codez. J'ai aussi essayé de déconstruire les différents frameworks à la mode. Alors, on est allé assez vite, mais l'idée principale est de penser horizontale. J'espère que les gens se souviendront de mon étagère. Après, moi, en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre les parties et ça me fait moins peur de remplacer certaines parties par des librairies différentes, par des implèmes différentes, etc. Mais l'idée, j'espère, c'est qu'ils vont arrêter d'idolâtrer leurs outils chéris, etc. quoi. Vous leur avez parlé des magnétoscopes Ouais, en fait, on a abordé le problème numéro 3. C'est pareil, on pourrait faire tout un talk sur le découpage. Mais j'espère que les gens retiennent de la UI, la data, c'est 2 couches différentes. Arrêtez de mettre du Redux en plein milieu de votre UI. Arrêtez, un composant UI, il ne sait pas quel est le routeur, il s'en fout. Et du coup, voilà, moi, ça m'aide à mieux concevoir. L'idée, c'est pas de faire du beau code et de passer 1000 ans, mais d'avoir vraiment une approche pragmatique là-dessus. Donc, je voudrais vous remercier. Ça m'a bien aidé et je tiens également à remercier tous les membres du groupe qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci à vous, monsieur Sablonnière. Merci. Si vous avez des questions, je serai dispo au stand Clever Cloud cet après-midi et demain.